je me présente, moi, c'est Frédérique Nivet. Donc, je suis diététicienne pour l'Interfel. Donc, c'est l'interprofession des fruits et légumes frais. Donc, je suis diététicienne pour la filière depuis 2009. Et donc, je vais vous présenter un petit peu ce qu'est Interfel. Donc, il y aura une présentation d'Interfel, les recommandations de consommation, donc les fameuses 5 portions de fruits et légumes par jour, l'intérêt de consommer ces fruits et légumes frais, la saisonnalité, la façon de les consommer aussi, des petites idées de recettes bien sympas à retrouver sur le site, notamment des fruits et légumes frais. Et puis, comment constituer donc un Buddha Bowl, c'est un petit peu la thématique de ce soir, parce qu'on va prolonger la visio par un atelier de cuisine autour de ce plat qui s'appelle le Buddha Bowl. Donc, Interfel, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est, je ne sais pas si le micro sert finalement. Ouais. C'est l'interprofession donc des fruits et légumes frais, comme je vous le disais. Donc, on représente en fait 15 organisations de professionnels de la filière, de l'amont donc à l'aval, donc comme vous disiez, de la production à la commercialisation. Donc, on a les producteurs, mais on a aussi en fait les importateurs, exportateurs, grossistes. Il y a tout ce qui est grande surface, les primeurs et jusqu'à la restauration hors domicile. Donc, l'émission en fait d'Interfel, c'est de valoriser l'image des fruits et légumes frais, de développer la consommation des fruits et légumes, évidemment, d'améliorer la compétitivité du secteur, de favoriser les conditions de création de valeur par et pour les acteurs et de défendre la position de la France à l'étranger. Du coup, nous, en tant que diététiciens, on est en fait sur tout le territoire. Chacune des diététiciens ou diététiciennes a un secteur à couvrir. Donc moi, c'est la Loire-Atlantique et la Vendée. Et ça s'étend maintenant à Pays de la Loire. Et donc, en fait, nos missions, c'est d'encourager la consommation de fruits et légumes, de sensibiliser sur la place des fruits et légumes au sein de l'alimentation équilibrée. Et puis, d'éclairer les consommateurs sur des thématiques, par exemple, comme l'anti-gaspi. Donc, on est sur le terrain, finalement, et on va dans les écoles, dans les centres de loisirs, dans les centres sociaux, on va dans les entreprises, comme ici, dans la restauration hors domicile aussi, dans les cantines, mais aussi dans les restaurants d'entreprise, pour sensibiliser à l'intérêt de consommer des fruits et légumes. Donc ça, c'est vraiment notre quotidien. Et donc, pourquoi on est là? Pourquoi on existe, en fait, en tant que diététicien pour l'Interfel? C'est parce qu'on ne consomme toujours pas assez de fruits et légumes. Donc, vous connaissez tous la recommandation, donc de 5 portions de fruits et légumes par jour. En fait, il n'y a qu'un tiers des Français qui atteignent ces recommandations et un enfant sur 10 seulement. Alors qu'on sait tous les bénéfices d'en consommer. Et pour les 25-34 ans, donc qui est notre nouvelle cible, on a une nouvelle campagne qui s'appelle « Les fruits et légumes frais, c'est jamais trop ». Je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur vos écrans. Donc, vous envoyez quelques extraits là, avec quelques images avec les guirlandes et affiches. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop là. Je monte vite fait, je ne me vois pas du tout, je ne vois pas le retour. Et du coup, ces 25-34 ans, là, en fait, il y en a seulement 35% qui consomment plus de 3,5 portions. Donc, ce n'est même pas les 5 portions. Il n'y a qu'un bon tiers, en fait, qui consomme au-delà de 3,5 portions. C'est toujours pas assez. Et il y a vraiment un écart générationnel. Nos grands-parents consommaient 4 fois plus que nous aujourd'hui, au même âge, en fait. Donc, c'est quoi ces 5 portions? Ça correspond à quoi? Parce que finalement, on peut se dire, dans une salle de fruits, j'ai 5 fruits différents dedans, j'ai mes 5 portions. Non, absolument pas. C'est une portion, c'est l'équivalent en fait du point. Donc ça, c'est très visuel. Ça, c'est une portion de fruits ou de légumes. Donc, dans une salade de fruits, j'ai beau avoir 5 fruits différents dedans. Si je me sers un petit bol qui fait cette taille-là, ça fait une portion. Si je me resserre une deuxième fois, ça fait 2. Pareil pour le brocoli. Donc, je me sers une bonne louche de brocoli, je vais me resservir une deuxième fois. Donc, j'ai 2 portions alors que j'ai qu'un légume différent. Ça fonctionne comme ça. Donc, c'est à peu près 500 grammes par jour de fruits et légumes. Là, on a des exemples. C'est par exemple 2 tranches de mangue, on a 14 cerises, c'est une portion, une dizaine de radis, 3 prunes ou 3 abricots, par exemple, 2 clémentines, c'est une portion pour nous. Pour l'enfant, ça va être des plus petites portions. C'est proportionnel à la taille de l'enfant, évidemment. Et plus on varie, notamment les couleurs, plus on varie les atouts, en fait, et plus on a des chances de couvrir nos besoins en micronutriments, en minéraux notamment, en antioxydants. Parce qu'une couleur, ça fait un petit peu un antioxydant différent. Donc voilà, essayez de varier les fruits et légumes, varier les couleurs, parce que voilà, chacun a ses atouts. Il y en a un qui va être très riche en vitamine C, l'autre qui va être très riche en lycopène. Voilà, en variant, on est sûr d'apporter un petit peu de tout. Donc les atouts des fruits et légumes, vous les connaissez
Sûrement. Donc, ça va être l'apport en vitamines, et notamment la vitamine C qu'on va retrouver que dans les fruits et légumes. D'ailleurs, cette vitamine, elle va être un peu détruite par la cuisson. Du coup, n'hésitez pas à consommer chaque jour un peu de crudité pour apporter ce dont on a besoin en vitamine C. Donc, mais il n'y a pas que cette vitamine, hein. Il peut y avoir de la vitamine E, la vitamine A, plein de vitamines B, etc. Il y a beaucoup de minéraux. Donc, c'est la deuxième source en calcium après les produits laitiers. On a également beaucoup de fibres. Et les filles, il faut noter que c'est essentiel pour nourrir en fait notre microbiote intestinal. Donc on a plein de bactéries, notre microbiote, voilà, c'est des bactéries au niveau intestinal qui, si elles sont pas bien nourries, donc si elles sont nourries avec beaucoup de sucre ajouté, beaucoup de produits transformés, ça va pas favoriser de bonnes bactéries, alors que si on leur donne des fibres à manger, elles vont se régaler, elles vont se développer, elles vont se diversifier, et voilà, ça va permettre un bon état de notre microbiote et du coup une bonne santé physique, mais pas que, mentale aussi. On s'est aperçu qu'il y avait certaines maladies mentales qui étaient liées aussi à notre état du microbiote. Donc allez-y avec les fibres. Donc les fibres, on les trouve dans les fruits et légumes, mais on peut les trouver aussi dans les céréales complètes, notamment. Céréales et puis les légumineuses, évidemment. On a aussi beaucoup dans les fruits secs, dans les fruits à coque, les fruits oléagineux. Ils sont aussi riches en eau. Et qui dit riche en eau dit peu calorique. Donc on peut en manger voilà, en grosse quantité, sans modération finalement, parce qu'ils contiennent beaucoup d'eau, donc ils sont peu caloriques. Donc avec tous ces bénéfices, là, tous ces atouts, finalement, ils contribuent en fait à diminuer les risques de maladies cardiovasculaires, les maladies, enfin les cancers, le surpoids, l'obésité, le diabète. Donc tout ce qui est maladies chroniques, c'est les premières causes de mortalité en France, hein, sont les cancers et les maladies cardiovasculaires. Si on mangeait davantage de fruits et légumes, on diminuerait voilà, drastiquement ces maladies-là. Donc voilà, donc la richesse en eau, évidemment, c'est en moyenne 90% d'eau, un fruit ou un légume. C'est très très riche. Donc le reste, ça va être finalement un petit peu de glucides. Donc les glucides, c'est quoi? C'est le sucre. Donc par exemple, pour vous donner une idée, dans une tomate, donc une petite tomate 100 grammes, on a l'équivalent d'un morceau de sucre. Alors c'est le sucre naturel du légume. Ça va être accompagné de fibres, donc ça va pas avoir le même impact qu'un sucre qui se trouverait dans un biscuit, par exemple. Et dans un fruit, donc comme dans une pomme, il y a l'équivalent de 2 morceaux de sucre à peu près. Donc finalement, le reste, si c'est pas de l'eau, c'est du sucre, des traces de protéines, des traces de lipides, sauf pour l'avocat, par exemple, ça c'est un contre-exemple, et puis plein de micronutriments et des fibres. Voilà ce que c'est que les fruits et légumes. Et puis du plaisir. Voilà, il ne faut pas oublier qu'on peut en faire plein de recettes différentes. On peut vraiment s'éclater avec les légumes en multipliant. Enfin, voilà, je vais vous montrer tout à l'heure tout ce qu'on peut en faire. Donc, en essayant toujours de respecter les saisons, la saisonnalité. Donc, tous les produits, enfin, les fruits de mer, le fromage, tout ça, c'est une saison. On l'oublie un petit peu. Bon, les fruits et légumes, quand même, on en parle quand même pas mal de la saisonnalité, mais on ne sait pas toujours, finalement, si on est bien dedans. Là, par exemple, c'est un exemple pour janvier. Qu'est-ce qu'on a? On a des courges, on a les agrumes, on a tout ce qui est légumes racines, comme les légumes anciens, par exemple le panais, le radis noir, le topinambour, tous ces légumes qui ont été un petit peu oubliés, mais qui sont délicieux à condition de bien les cuisiner. Le céleri rave également, qui devient un légume oublié, celui-ci aussi. On a quelques salades, donc la mâche notamment, c'est une salade d'hiver, et en tout cas locale pour nous, sur Nantes, sur le bassin nantais. Et puis on a tous les choux, et là il y a un panel énorme. Et si on sait bien les cuisiner, c'est toujours pareil, on peut vraiment les sublimer, ces petits choux. Voilà pour l'exemple de janvier, mais après en hiver, on a... Non, j'ai tout cité, les agrumes. Donc les agrumes, en fait, pourquoi respecter la saisonnalité? Parce qu'en fait, à chaque saison, on a nos besoins spécifiques. En hiver, on a les agrumes, et les agrumes, ça apporte quoi? Ça apporte beaucoup de vitamine C. Les fruits et légumes d'été sont très riches en eau pour l'hydratation. Donc il y a une logique aussi à tout ça. Donc pour respecter la saison, pour sa santé, parce que c'est aussi plus de goût. Parce que souvent, quand ces 2 saisons, ça a été récolté à maturité, parce qu'on n'est pas allé les chercher loin, et qui dit loin dit doit résister au transport. Et quand on doit résister au transport, on est cueilli pas à maturité. Et puis il y a tout ce qui est environnemental aussi, avec les serres chauffées, etc. Donc voilà, je vous invite vraiment à essayer d'avoir son petit calendrier de saison que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site toujours lesfruitsetlegumesfrais.com pour avoir une petite idée de quoi choisir à chaque saison.
Donc au printemps, c'est par exemple la fraise, la cerise, l'artichaut, le radis, l'asperge. Donc ça, c'est vraiment des produits typiques du printemps. À l'automne, ça va être tout ce qui est courge. Il y en a un gros panel aussi. Et ce qui est bien avec les courges, c'est qu'on peut les conserver pendant longtemps. Il suffit qu'elles soient vraiment intactes. On les conserve à température ambiante. Ça fait un peu de déco dans la cuisine. Et voilà, c'est délicieux en gratin, rôti, etc. On va avoir aussi un peu les fruits à pépins en automne, comme le raisin notamment. Les fruits à coque, noix, noisettes, amandes. Ça, on y reviendra parce que c'est hyper intéressant d'un point de vue nutritionnel. Et puis en été, on va avoir tout ce qui est légumes de soleil, comme la tomate, l'aubergine, le poivron, etc. Le concombre, très riche en eau aussi. Et puis tout ce qui est fruits à noyaux, comme l'abricot, la pêche, et tout ce qui est melon et pastèque. Donc voilà quelques façons de les préparer. Donc en fait, il faut essayer, si vous voulez en intégrer davantage dans votre alimentation, de partir en fait de vos préparations de base, ce que vous aimez. Vous aimez par exemple le gratin de pâtes. Qu'est-ce que je peux intégrer dans mon gratin de pâtes? Tu peux intégrer plein de trucs. Tu peux mettre du brocoli, tu peux mettre des courges, tu peux mettre de l'épinard dans tes lasagnes, etc. T'aimes bien la pizza? Sur la pizza, tu peux y intégrer de la roquette, tu peux mettre des petits cœurs d'artichaut, tu vas pouvoir y mettre quelques rondelles de tomates fraîches, etc. T'adores les galettes, la galette complète c'est bien, mais avec un petit peu de poireau aussi. T'as des salades sucré-salé, si t'aimes bien un petit peu ce côté sucré-salé, t'as plein d'associations possibles et que tu retrouves sur le site, il y en a énormément. Ton croque-monsieur, tu l'aimes, tu peux le déguster avec de l'épinard, du champignon, rôti. Alors j'adore moi les légumes rôtis, les légumes que j'aime pas trop, par exemple les légumes racines, un peu comme le rutabaga ou le topinambour, tu le fais rôti au four. Franchement, c'est radical, ça passe hyper bien. Ça caramélise un peu, en fait. Tu fais tes légumes en brochette, tu fais des légumes en fruits. Voilà. Donc, intégrer les fruits et légumes, en fait, à vos préparations de base, c'est un bon moyen d'augmenter sa consommation et d'atteindre les recommandations de 5 par jour. Donc, d'autres exemples de plats sur le site toujours. Donc, crumble de légumes. On ne pense pas forcément au crumble de légumes, mais on pense bien avec de la pomme, mais avec du poireau, avec de la carotte, ça marche aussi super bien. Les wraps aussi, à emporter au travail, donc dans sa petite bento box. Tu peux te faire un petit wrap d'hiver et puis tu l'adaptes en fonction des saisons. Là, on a un petit cappuccino de carottes aussi, super bon sur le site, avec un petit suisse, un petit peu d'agrumes, enfin des zestes d'agrumes pour pimper un peu le tout. Un petit cake avec des abricots, du roquefort. Il y a aussi un wok avec du chou, poulet, sésame, avec un peu de sauce soja. Donc voilà des idées qui cassent un peu les codes des légumes qu'on prépare en pot-au-feu ou en tarte. Voilà, il y a plein d'autres idées en fait à adopter pour s'éclater en cuisine, quoi, avec les fruits et légumes. Ça apporte de la couleur, ça apporte de la texture en général, ça apporte beaucoup de goût. Donc, faut y aller, faut s'amuser, faut s'inspirer aussi, aller dans les petits restos qui cuisinent beaucoup les fruits et légumes, et puis aller chipper aussi les idées auprès des copains, des collègues. C'est un bon moyen. Donc là, on part sur un plat qui se nomme le Buddha Bowl. Alors pourquoi le Buddha Bowl? J'ai essayé de trouver l'origine du nom. A priori, ça serait parce que donc, le bowl a la forme du bidon du Bouddha. Voilà, ça serait ça l'idée. Bon, il y a aussi ce côté un petit peu équilibre. Le Bouddha qui est très équilibré, etc. Voilà, là c'est un plat hyper équilibré. En fait, dans cette salade, tu as tout ce qu'il te faut pour un repas équilibré. Tu n'as pas besoin de rajouter ni entrée, ni dessert. Tu as vraiment au complet. Voilà. Ça couvre en tout cas tes besoins pour ce repas-là. Donc, c'est hyper coloré et c'est souvent donc, végétarien, voire végétalien, donc vegan. Mais on peut y ajouter, on peut le pimper avec du fromage si on aime le fromage, on peut y ajouter quelques morceaux de maquereau fumé ou des petits lardons si on aime ça, voilà, tout est possible. Ça peut être c'est moins un Buddha bowl, ce sera plutôt un bowl, parce que l'origine quand même du Bouddha, c'était d'avoir quelque chose de végétarien, davantage végétal. Donc, c'est constitué comment? Alors, je ne sais pas si... Bon, je continue à parler dans le micro, je ne sais pas si ça marche. De 2 tiers de légumes et ou fruits crus et cuits, donc les deux. Alors, pardon, cru parce que, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, pour apporter la vitamine C, notamment, et cuit parce que c'est plus digeste. Donc, si on mettait que du cru, ce serait peut-être un peu dur à digérer. Et puis, ça nécessiterait beaucoup de mastication. Donc, mais c'est un intérêt aussi du Buddha Bowl, c'est d'entraîner une mastication qui va faire qu'on est rassasié. Voilà, on a fini notre bol, on est hyper satisfait, en fait, parce qu'on est calé jusqu'à un petit moment. Ça permet d'apporter donc de l'eau, les vitamines, les minéraux, les antioxydants et les fibres dont on a besoin à chaque repas. Et puis, comme je disais, la mastication qui va engendrer le message, en fait,
Quand on mange très mou, il n'y a pas ce message qui est engendré en se disant ben, j'ai plus faim, alors que quand on mastique beaucoup, il y a ce mécanisme en fait du corps qui te dit ça y est, j'ai bien mangé, là j'ai bien senti la mastication, je suis rassasié. C'est quoi aussi? Donc c'est un tiers de légumineuses. Donc c'est quoi les légumineuses? C'est lentilles, pois chiches, haricots rouges, blancs, fèves, etc. Enfin combinés avec des céréales. Alors pourquoi? Parce que la légumineuse, elle a un acide aminé manquant. L'acide aminé, c'est ce qui constitue les protéines en fait. Et les céréales, c'est un autre acide aminé manquant. En combinant légumineuses et céréales, on a tous les acides aminés essentiels pour en fait refaire de la protéine au niveau de l'organisme. Donc les végétariens le savent, en général les végétaliens encore plus, qu'il faut faire ces petites combinaisons. Et en fait, on peut s'inspirer des traditions culinaires des autres pays. Par exemple, quand on part sur le dalle de lentilles, un dalle de lentilles, c'est des lentilles avec du riz. Quand on est sur un couscous, bah, c'est la semoule avec le pois chiche. Le chili sin carne, ça va être du haricot rouge avec du maïs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a par exemple la minestrone italienne, ça c'est des pâtes avec des haricots blancs. Donc voilà, ces petites combinaisons, elles sont bien inspirantes pour tout ce qui est régime les végétariens et les végétaliens. Voilà, et les céréales, essayez de les penser à les varier en fait, parce qu'on pense toujours aux pâtes, au riz, à la semoule, mais en fait il y en a plein d'autres. Il y a l'épeautre, il va y avoir le quinoa, donc on commence à connaître maintenant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là j'en ai plus trop en tête, mais l'orge, seigle, etc. Donc allez-y, essayez de découvrir. En plus maintenant il y a de plus en plus de mélanges en vente, des mélanges légumineuses et céréales, ou plein de mélanges de céréales différentes. Ça permet de changer un peu, de varier un peu les plaisirs, et puis de varier les apports aussi, parce que toutes les céréales n'ont pas les mêmes apports. Donc ça fournit quoi? Ça fournit de l'énergie à diffusion lente, donc les fameux sucres lents, donc ça a effet sucre lent. Et pour qu'il y ait un effet sucre lent encore plus important, n'hésitez pas à les cuire al dente, pas trop. Plus tu cuis un aliment, plus tu cuis une céréale, plus tu vas prédigérer en fait ton aliment, et plus il va être utilisé rapidement par ton organisme, donc tu vas facilement avoir faim plus rapidement. Donc voilà, pas trop cuit, et puis de préférence semi-complet ou complet, pour apporter les fameuses fibres qui vont aller nourrir ton microbiote. Et pour justement le rassasiement, il est plus important à long terme quand on prend du complet ou semi-complet. Donc pour le Bodabol aussi, il faut y mettre donc les fameux oléagineux dont je voulais vous parler tout à l'heure. Donc c'est quoi? C'est les fruits à coque notamment. Donc la noix, noisette, amande. Ça maintenant, avec les nouvelles recommandations du PNNS, du Plan National Nutrition Santé, on recommande une poignée par jour d'oléagineux. Voilà, une petite poignée comme ça, tout âge confondu, hein, pour apporter quoi? Pour apporter des super acides gras essentiels, notamment les oméga 3, dont on manque beaucoup quand même dans notre alimentation. Il n'y a pas beaucoup d'apports en oméga 3. On va en retrouver dans les poissons gras, mais il y en a aussi voilà, dans les noix, notamment beaucoup dans les noix, dans les huiles de noix, les huiles de lin. Mais voilà, pensez aux fruits à coque pour ça. Pour les minéraux aussi, il y a beaucoup de calcium, beaucoup de magnésium, un peu de fer. Et puis pour la vitamine E, qui est une super vitamine antioxydant pour lutter contre le vieillissement prématuré, pour lutter contre les agressions de la pollution, etc. Donc il y a des fibres aussi dedans, donc foncez avec les oléagineux, et ça apporte du croquant. Et alors, soit vous les privilégiez pour plutôt le côté plaisir, donc le croquant, le côté torréfié un petit peu, donc ça, vous les faites griller dans une poêle en fait à sec, ou alors vous privilégiez le côté santé, donc là il faut plutôt les faire tremper, comme ça on crée un mécanisme de germination, et quand ces graines-là germent en fait, elles potentialisent leur effet et leurs atouts. Il y a beaucoup plus de minéraux, il y a beaucoup plus de micronutriments en fait qui vont se développer avec une germination qui a lieu. En fait, il faut juste faire tremper pendant toute une nuit. Et là, il y a des mécanismes, il y a plus d'enzymes dans ces fruits à coque. Donc, c'est plus intéressant au niveau sanitaire. Mais au niveau du goût, bon, moi, je suis plutôt pro aller vers le plaisir plus que pour la santé. Sachant que, bon, si on a une alimentation quand même variée, diversifiée, riche en fruits et légumes, on a déjà une alimentation santé. Le petit plus aussi, c'est les toppings. Donc, on peut rajouter en plus des fruits à coque. J'ai oublié quand même, parce que là, j'ai parlé des fruits à coque, mais il y a aussi tout ce qui est graines. Donc, les graines de courge, les graines de lin, le pavot, le sésame, tout ça aussi, c'est hyper intéressant. Et donc, les petits toppings, c'est quoi? C'est des fruits secs, par exemple. Ça peut être aussi des herbes aromatiques, et puis c'est les épices. Et le granola salé maison, donc ça, c'est à base de flocons de céréales en général, avec un mélange de graines et d'oléagineux.
Et ce que je n'ai pas noté dans le PowerPoint, mais ça semble évident, c'est la sauce. C'est la base, en fait, parce que ça va apporter le liant. Et puis, avec des sauces bien sympas, on peut vraiment booster encore plus le goût du Buddha Bowl. Donc, les sauces, elles peuvent être à base de purée de cacahuètes, par exemple, avec de la sauce soja. On peut les faire avec des yaourts grecs auxquels on va mélanger un petit peu de miel. On va y mettre un petit peu d'huile de sésame. Enfin, voilà, on va s'amuser aussi avec les sauces. Et on n'hésite pas à en préparer pour plusieurs préparation, donc pour son Buddha Bowl, mais aussi pour la prochaine salade. On les conserve dans des petits bocaux au frais, notamment, surtout s'il y a du citron, surtout s'il y a de l'ail. Et comme ça, on a voilà, tout prêt. Mais alors, donc ça nécessite un peu de préparation. On est d'accord. Il y a pas mal de. En général, on met, 2 légumes crus ou fruits crus et 3 légumes cuits. Et du coup, ça veut dire qu'il faut préparer tout ça. Donc, je vous invite à faire du batch cooking. Donc, pas toujours passer 2 heures en cuisine, hein, mais au moins avoir ce petit réflexe de se dire que je prépare, par exemple, du poireau. Déjà, j'en prépare pas qu'un. J'en ai acheté plusieurs, j'en ai acheté 5. Et je les fais d'un coup, je les fais à la vapeur, par exemple. Et donc, je les mets dans mon Tupperware. Donc, il y a une partie qui va finir en Buddha Bowl. Il y a une autre partie qui va finir en tarte, une autre en gratin. Et puis, pour l'apéro du vendredi soir, on va se faire des petits samoussas, poireaux parmesan, par exemple. Donc, pensez à préparer en plus grosse quantité que juste le repas que vous allez faire. Comme ça, vous gagnez un temps fou. Vous gagnez aussi l'économie d'eau, parce qu'il y a la vaisselle, tu l'as fait en une fois, tu l'avais pas. Et puis ta poêle ou ta planche, tu peux l'utiliser une fois pour plein de préparations. Donc ça économise de l'énergie, ça économise des sous, ça économise du temps aussi. Et on fait ça quand on a l'énergie, quand on a une petite envie de cuisiner, là, on s'y met un bon coup avec une bonne playlist, un bon petit tablier, là. Et franchement, c'est du plaisir. C'est vraiment du plaisir. Et pour les jours de flemme, c'est génial. Il n'y a plus qu'à ouvrir les Tupperware et d'assembler. C'est fait en 5 minutes. C'est vraiment top. Donc, il y a plein maintenant de livres qu'on peut acheter autour du batch cooking qui sont hyper intéressants. Donc, par exemple, donc là, l'idée, c'est vraiment de préparer, de râper, de rôtir au four, de cuire vapeur ou de préparer ses céréales, ses légumineuses en avance et puis d'assembler son petit Buddha Bowl, par exemple. Donc là, en fait, l'idée, c'était ici aussi de vous donner envie de participer en lieu sur les différentes agences nationales. Donc, on va par exemple avoir le rendez-vous à Sèvres. Donc, ça sera le mercredi 8 février avec Mathilde. À Paris, ça sera le lundi 13 février avec Gabriella. À Bordeaux, le jeudi 23 février, donc avec Virginie. Avec Stéphanie, ça sera sur Lyon le jeudi 23 février. Avec Stéphane sur Rennes le mardi 28 février. Et enfin à Aix, le 9 mars avec Armel. Sachant qu'il y a aussi une date qui va se rajouter, donc à Lille, mais on n'a pas encore la date définitive. Eh bien, je laisse place aux questions, si vous en avez. Yes, il y a quelques questions, effectivement, et notamment une question de Colline qui a été identifiée. Alors, du coup, elle se demandait est-ce qu'il est possible de faire un Buddha Bowl uniquement de fruits avec des légumineuses où le mélange doit être obligatoirement fait de légumes et de fruits? Alors, la question, c'est légumineuses. Alors, c'est fruits et légumes ou légumes et légumineuses? Alors, il y a fruits et légumineuses ou alors le mélange doit être obligatoirement fait de légumes et de fruits. Alors, si tu mets que des fruits, par exemple, ce qu'il y a, c'est que tu vas avoir pas mal de sucre dans ton Buddha Bowl. Et plus tu as de sucre dans ton plat, plus il y a un effet un peu hyperglycémiant, donc plus tu risques d'avoir une petite fringale après. Donc c'est bien toujours de mixer avec un petit peu de légumes qui sont quand même moins sucrés. Donc vraiment, les légumes, c'est vraiment sans modération. Les fruits, si tu dépasses les 4 portions, ça devient un petit peu. Il y a trop d'apport peut-être sur ta journée, quoi, en sucre, même si c'est du sucre naturel, hein, toujours. Les légumineuses, le fait de les combiner avec de la céréale, je vous rappelle, c'est que pour avoir tous les acides aminés essentiels, mais l'équilibre, il se fait jamais sur un repas. Donc, c'est pas grave si t'as pas de céréales et légumineuses dans ton plat. C'est pas grave si t'as pas mis assez de quantité, de proportion en légumes. Si le soir, tu vas te faire une grosse soupe, y a aucun souci. Si après, tu te prends une collation au goûter en fruits, vraiment, il faut avoir en tête que l'équilibre se fait même sur 20 repas.
Tu peux vraiment faire un repas très très fat, genre junk food. Ça va avoir aucun impact sur ta santé si le reste du temps, voilà, c'est équilibré, ou même si, enfin, c'est vraiment, ça se fait sur 20 repas. Il s'agit pas du coup d'avoir 10 repas de junk food et 10 repas équilibrés. Hein. Il s'agit, par exemple, tu peux avoir, allez, 5 repas un peu de junk food et tes 15 autres repas équilibrés, et tu auras tout ce dont tu as besoin sans excès ni manque, quoi. Ok. J'espère que C'est j'ai vrai que répondu bêtement, à on la aurait... question. Colline, je te laisse mettre un petit message si c'est ok pour toi. Visiblement, c'est tout bon. Ouais. Du coup, il y a une deuxième question. Donc, l'avocat étant identifié assez gras, est-ce qu'on peut manger régulièrement ou est-ce que c'est plutôt déconseillé, pas Alors, d'abuser? déjà, d'un point de vue environnemental, c'est pas très chouette de manger de l'avocat trop souvent. Alors après, à privilégier peut-être Israël, ils sont un peu plus regardants sur l'environnement. Et très gras, non, c'est pas très gras. C'est 17% de matière grasse. Pour te donner une idée, en rapport, le beurre c'est 80, l'huile c'est 100%, le fromage c'est 30%. Donc c'est moins gras que le fromage. Mais voilà, vu que c'est beaucoup plus gras que les autres fruits et légumes, on se dit que c'est très gras. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Et en plus, c'est des bons gras. Et il y a beaucoup de vitamine E, parce que qui dit gras dit vitamine liposoluble. Et c'est des super vitamines, c'est celle-là. Donc la vitamine E, il y en a plein dans l'avocat. Donc c'est hyper intéressant pour ça aussi. Donc allez-y avec l'avocat, mais voilà, quand même avec modération d'un point de vue environnemental, c'est pas top. Ok, ça marche. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui arrivent, qui sont en cours ou pas. Moi, ça va peut-être être une question bête, mais Ouais. en termes d'apport en graisse végétale, l'avocat c'est seul ou il y a des petites quantités dans d'autres légumes potentiellement? Non, alors vraiment, dans les fruits et légumes, il y a des traces de... On peut répéter la question? Ah oui, alors la question c'était est-ce que dans les autres fruits et légumes, il y a d'autres apports, d'autres fruits et légumes qui apportent du gras? Alors les gras végétaux, en fait, on va les retrouver où? On va les retrouver dans les oléagineux, dans les fruits à coque, les graines également. On en fait des huiles, en fait, tout ça. Donc, ouais. Et puis après, c'est tout ce qui est fleurs, la fleur de colza, la fleur de tournesol, etc. Mais dans les autres fruits et légumes, on ne va pas pouvoir extraire de gras. Ouais, voilà. Ouais, c'est bon. Mais par contre, le gras végétal à privilégier par rapport au gras animal. Donc, gras animal, c'est quoi? C'est la crème fraîche et le beurre. C'est tout ce qui se trouve dans le fromage, il y en a beaucoup. Et puis dans le gras de la viande, évidemment. Donc ça, essayez de limiter. Et puis privilégier tout ce qui est gras végétal. Donc les huiles, en général, de première pression à froid plutôt. Et puis, si vous y en avez 2-3 à vraiment privilégier, ça serait l'huile de colza. Première pression à froid bio, de préférence, pour son apport en oméga 3 qui est génial. L'huile de noix, si vous aimez son petit goût, très riche en oméga 3 également. Et puis l'huile d'olive, pour ces acides gras monoinsaturés qui sont intéressants aussi pour tout ce qui est cardiovasculaire. Voilà. Et donc, il y avait une autre Ça marche. question. Alors, de nouvelles questions qui sont arrivées. Que conseillez-vous comme petit déjeuner équilibré? Oh là, il y en a plein. En fait, il faut que ça vous convienne, à vous. Alors moi, j'adore le miam aux fruits. Je ne sais pas si vous connaissez pour certains, c'est l'espèce de banane écrasée. Alors, ça ressemble à rien, ça fait dégoûtant, mais c'est la banane écrasée avec du citron, on y met de l'huile de colza, on y met plein de fruits frais de saison. Et moi, j'y rajoute un peu de flocons d'avoine, des trucs comme ça. Sinon, tu peux faire des bowls de fromage blanc avec de la banane aussi, avec un petit peu de granola que tu as fait maison, par exemple, des granolas sucrés. Voilà. Sinon, pain complet, pain aux céréales, avec une petite purée d'amandes, un petit peu de miel, par exemple, et un fruit à côté, avec un laitage plus ou moins. Sachant que les laitages, il faut le rappeler quand même, les recommandations ont changé. On est passé de 3 produits laitiers par jour pour les adultes à 2. Donc, si tu as ton laitage au petit déjeuner, bah voilà, sache que voilà, tu ne pourras pas trop le mettre sur les autres moments de la journée, quoi. Enfin, il y en aura un autre seulement. Voilà. Et puis, pense au petit déjeuner protéiné si tu as tendance au fringales, si tu as tendance aussi à faire de si ton organisme est un peu pro-inflammatoire, pense au petit déjeuner protéiné comme du jambon, le fromage, tu le mets le matin, un petit peu de fromage blanc, justement. Et puis, sans ajouter trop de sucre ajouté, quoi. Et attention au jus. Donc, le jus, c'est pas vraiment du fruit, c'est vraiment du fruit privé de ses fibres.
Et du coup, en plus, quand on fait un jus d'orange, on n'utilise pas qu'une orange pour faire un jus. On utilise 3 oranges souvent pour faire un jus de fruits pour une personne. Ça veut dire le sucre de 3 fruits. Ça veut dire 6 morceaux de sucre dans ton verre de jus d'orange. Donc, tu commences un petit peu ton petit-déj un peu sucré. Et puis, on a quand même cette notion, notre génération, à se dire « Ah, moi, un jus, c'est hyper bon pour ta santé, pour bien commencer. » Non, en fait, il faudrait un peu revoir ses croyances et se dire qu'il faut privilégier le fruit à croquer le matin plutôt que le jus de fruit qui est beaucoup trop sucré et qui n'est pas accompagné de ses fibres. L'image qui est intéressante, c'est de se dire que la fibre, ça va faire comme un petit filet qui va permettre d'étaler en fait l'assimilation des sucres. Si tu n'as pas ce petit filet, tu vas avoir un sucre hyper rapide. Si tu as ce petit filet, voilà, ça va faire un effet sucre lent, si tu veux. Le smoothie, Ok. ouais. Les smoothies, il y a les fibres. Voilà, dans le smoothie, donc ça va. Mais les fibres, elles sont broyées, donc elles ont un peu moins leur effet filet. Elles ont un peu perdu de leur force, en fait, leur atout. Et puis, dans un smoothie, tu mets beaucoup de fruits. Tu mets aussi 3 portions de fruits, en fait. Donc, tu as l'équivalent de 6 morceaux de sucre dans son smoothie aussi. C'est ça. Après, si tu rajoutes un petit peu d'épinards, tu vois, tu peux rajouter un peu de kale, tu peux un petit peu rajouter du légume pour avoir un peu moins de sucre. Et les légumes, si on les mixe, est-ce que ça enlève des fibres aussi? Alors, elles seraient toujours là. Elles seront toujours là, ouais, c'est ça. Mais c'est comme une pomme de terre. Une pomme de terre, tu la manges vapeur, et une pomme de terre, tu la manges en purée. Ton organisme ne va pas du tout le vivre de la même manière. Purée hyperglycémiant, une pomme de terre vapeur, rien à voir. Enfin, tu vas tenir beaucoup plus longtemps en fait sur le temps. C'est un sucre vraiment lent. Et pareil pour les soupes. Il y a moins cet effet rassasiant, mais l'avantage des soupes, c'est que, en général, ça occupe un gros volume et c'est chaud. Et le fait que ça soit chaud, l'organisme met du temps à refroidir, donc ça reste un peu plus longtemps dans l'estomac, donc ça va rassasier un peu plus longtemps aussi. Il y a ce côté chaleur qui peut aider. Voilà. Donc là, si on revient sur les jus de fruits, donc même les purs jus sont à éviter là actuellement? Même le jus de fruits maison, en fait. Ouais. C'est pareil. Ouais. C'est pas à éviter, hein. C'est à consommer en ayant conscience de ça. Tu le consommes comme un soda, en fait. Il faut vraiment le voir comme un soda, même s'il y a plus d'atouts, hein, ça c'est indéniable. Il n'y a pas d'additifs. Et puis, il y a des vitamines, il reste des vitamines, évidemment. Plus dans celui maison que celui qui est pur jus, parce qu'il a été conservé longtemps et du coup, les vitamines, elles ne restent pas si longtemps. Mais voilà, le voir pas comme quelque chose à supprimer, mais quelque chose à modérer. Ok, ensuite on a une dernière question. Acheter des fruits et légumes surgelés. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée d'un point de vue Alors moi, je travaille pour les fruits et légumes frais, mais d'un point de vue... c'est vrai, ils sont très frais, c'était la remarque. Du coup, quand c'est nature, c'est hyper intéressant d'un point de vue nutritionnel, parce qu'en fait, souvent, ils sont surgelés à proximité de la production. Donc, ils conservent quand même bien leurs vitamines et minéraux, mais le truc, c'est que le surgelé, souvent, ça se mange cuit, donc tu n'auras pas les crudités. Tu ne peux pas manger de crudités, en fait, quand c'est de la surgelée. Donc, il faut quand même toujours un peu de frais pour ça, pour apporter des crudités. Et deuxièmement, d'un point de vue gustatif, tu n'auras jamais le même résultat que du frais. Au niveau du goût, il n'y a pas photo, mais après... je vois bien les enfants qui sont habitués à la cantine à manger du surgelé, ils préfèrent presque les surgelés parce qu'ils y sont habitués. Donc ça va dépendre des habitudes. C'est pour ça que vu les habitudes, on les acquiert assez tôt. Donc si vous avez des enfants dans le public là, n'hésitez pas à leur faire découvrir un max de trucs, un maximum à part le jeu, beaucoup. À amener au marché, cuisiner avec eux pour que l'habitude, elle s'ancre dès le jeune âge, parce qu'après, c'est super dur de modifier les habitudes qu'on a eues en fait jeunes. Ok, si on revient un peu sur le discours au niveau des jus de fruits, est-ce qu'on n'aurait pas le même problème avec les soupes? Non, alors les soupes, déjà, c'est du légume, donc 2 fois moins de sucre. Et le côté chaud, rassasiant, ça aide. Voilà. Donc, c'est pas le même rapport en termes de quantité de sucre. Ok. Et dans le jus, pensez qu'il n'y a plus les fibres, alors que dans la soupe, c'est comme un smoothie. Donc, il y a de la fibre. Donc, à ce filet, même s'il est moins efficace que si ça avait été de la fibre entière, quoi. Très bien. Et ensuite, on a Marine qui pose une question. Je n'ai pas compris pourquoi une purée est plus glycémiante. Ça concerne que la pomme de terre ou les légumes aussi? Globalement, en fait, plus un aliment est cuit et mixé, plus la fibre est cassée. En fait, c'est comme si on prédigérait ton aliment.
Alors que la pomme de terre, ben, il va falloir tout le travail au niveau de l'estomac. Enfin, l'amidon, il va être moins cassé, etc. Donc, ça n'a pas du tout le même impact. Mais comme, par exemple, si tu l'associes à de la matière grasse, ta purée ou tes pâtes, par exemple, qui sont trop cuites, la matière grasse va faire que le sucre est assimilé plus lentement aussi. Donc ça, c'est des petits trucs, des petits détails, mais quand on est, par exemple, diabétique, il faut le savoir. Quand c'est pas trop cuit, quand c'est complet et quand c'est accompagné de matière grasse, ton aliment va être moins hyperglycémiant, si tu veux. Très bien, merci pour toutes ces infos. Je passe à d'autres questions qui vont arriver. Sinon, tout est OK pour l'instant. Tout à l'heure, tu parlais des granolas maison. Ouais. Granolas maison, mais en même temps, il y en a aussi qui sont faits sur le marché. Ouais. Quelle est la différence? La différence, c'est que tu maîtrises ta quantité de sucre et tu as conscience de ce que tu manges, en fait. Alors que quand on t'achète tes granolas industriels, ben, vu que tu n'as pas conscience de de tous les sucres qu'il y a, tu vas être capable de manger tout un bol, alors que le granola, c'est plutôt en mode topping, quoi, si tu veux, par rapport à ces quantités de sucre. Mais si tu le ffais maison, tu peux te permettre d'en rajouter un petit peu plus parce que tu as dosé ton sucre correctement, parce que tu as mis un sucre qui est moins... Allez, j'utilise encore le terme hyperglycémiant, je ne sais pas si c'est trop technique. Et puis, tu peux par exemple utiliser du sirop d'agave, du miel, des sucres qui sont moins impactants au niveau de la santé. Alors que ton granola industriel, ils vont en général utiliser des sucres qui sont pas chers. Et c'est lesquels? C'est des sucres très blancs, raffinés, quoi. Et là, on parle des granolas salés, sucrés, mais on peut en faire des salés aussi. Donc là, il suffit de me mettre. Moi, en général, je mets moitié flocon, moitié oléagineux, et tu vas y rajouter donc une huile. Moi, je mets souvent de l'huile de coco parce que ça apporte le petit croustillant. Et tu vas mettre des petites épices et une petite touche de sucrant, justement. J'aime bien un peu de sirop d'érable, par exemple, ou de la sauce soja sucrée. Ça marche bien aussi pour ton granola salé. Alors, on a 2 nouvelles questions qui sont arrivées. Le riz peut être mangé froid ou c'est mieux chaud? Non, alors là, c'est comme tu veux. Peu importe. Plutôt semi-complet, complet toujours, et pas trop cuit. Ouais. Pour l'effet hypoglycémiant. Ensuite, dernière question. D'ailleurs, est-ce qu'il faut garder un œil sur les indices glycémiques? Et si oui, comment le faire correctement? Alors, ça va dépendre si tu es sujet au fringales, en fait. Si tu as tendance à tout le temps avoir faim, avoir des petites hypoglycémies, tu sais, le mal de tête, les tremblements, tout ça. Là, tu peux peut-être faire attention à ça. Mais sinon, si tu n'as aucun problème avec... si tu te sens en forme toute la journée sans avoir besoin de grignoter, sans fringales, sans baisse d'attention, etc., non, il ne faut pas regarder ça. OK. Donc, index glycémique, je ne sais pas s'il y a des petites... je ne sais même pas s'il y a des petits catalogues. En fait, ça dépend tellement du procédé de fabrication ou de la cuisson ou avec quoi tu les manges que ça varie tout le temps, un index glycémique d'un aliment à l'autre et d'un plat à l'autre. OK. Est-ce que vous avez une technique pour savoir si on ne mange pas une trop grande portion pour nos besoins? De fruits et légumes ou de quoi? De gras, C'est de manière générale, j'imagine. Ouais. En tout cas, quand on a mal au ventre à la fin du repas, en général, c'est que tu as trop mangé. Non, il faut savoir s'arrêter avant d'être encore un tout petit peu faim, tu peux t'arrêter. Mais ça nécessite d'être très, très à l'écoute de son organisme. Et ça nécessite un apprentissage, c'est une éducation qu'il faut refaire. Parce qu'on a l'habitude de se dire « Ah, j'ai bien mangé, j'ai mal au ventre, là, je suis bien. » Non, en fait, il ne faudrait pas du tout penser comme ça. Parce que c'est trop, là. Ça veut dire que tu as dépassé tes capacités. Et c'est peut-être aussi parce que tu n'as pas bien mastiqué. Donc, l'importance de la mastication est hyper important aussi. Et quand tu mastiques bien, en général, tu ne dépasses pas les doses parce que tu as ce message qui est envoyé au cerveau « Voilà, j'ai assez mangé, j'ai fini, c'est bon, je ne me resserre pas. » Voilà. Et puis, ça dépend tellement de ton activité physique, en fait, aussi. Oui, de ta corpulence, de ton activité physique, de ton âge, donc de tes besoins physiologiques. Ça varie énormément d'un individu à l'autre. Très bien. Et quid du Nutri-Score? Ouais, alors quand tu n'as aucun repère, ça peut être un repère intéressant quand tu ne connais vraiment rien, pour comparer des produits qui sont comparables. Donc, c'est-à-dire que tu ne vas pas les comparer de l'huile avec du sucre. Tu compares les produits du même rayon entre eux. En fait, c'est valable surtout pour les produits transformés.
Donc, je conseille en fait de ne pas acheter les produits avec Nutri-Score, parce que ça veut dire déjà qu'il est transformé. Non, c'est presque ça. Mais en tout cas, aller sur le basique, le moins transformé possible. Donc, la viande crue, les céréales, voilà, à cuire, voilà, pas pré-cuites, etc. Donc, aller sur les basiques de chez Basique. Et après, bah, ça nécessite de cuisiner un petit peu hein, pour valoriser ça dans l'assiette, évidemment. Mais ouais, Nutri-Score, c'est intéressant, mais surtout à comparer voilà, les produits comparables. Je sais pas si j'ai un peu nul là sur la réponse. Par rapport, alors s'il y a des questions qui arrivent, par rapport aux conserves de légumes, est-ce que c'est plutôt recommandé Alors, ouais, comparé au surgelé, par exemple? Ouais, alors pourquoi pas, mais c'est plus riche en sel. Alors le surgelé, c'est vraiment nature. Alors, sauf ce qui est surgelé transformé, mais voilà, privilégier le nature dans le surgelé. La surgélation fait qu'il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. La conserve, c'est pas le cas. Il y a du sel ajouté et parfois du sucre ajouté. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Et pareil, d'un point de vue sensoriel, c'est pas génial. Déjà, il n'y a plus trop de texture. C'est souvent un petit peu mou la conserve, contrairement au surgelé. Donc ça nécessite pas beaucoup de mastication. Et au niveau du goût, ça altère énormément, encore plus que le surgelé. Bon, ça, c'est mon avis. Peut-être que certains ne seraient pas d'avis de ce même avis. Mais notamment pour les enfants et pour les petits pots, donc évitez surtout le surgelé parce que c'est trop salé. Alors que le surgelé, vous pouvez y aller quand c'est nature, évidemment. Ok. Donc là, on revient sur l'indice glycémique. Est-ce que celui des bananes mûres est différent de celui des bananes moins mûres? Oui, exactement. Ouais, tout à fait. Donc la banane verte, donc c'est beaucoup d'amidon. Et cet amidon, au fil du temps, en fait, il va se transformer en glucose. Et du coup, ça va faire du sucre, de passer du sucre lent à du sucre effet. C'est pas un terme qu'on devrait utiliser plus maintenant, hein. Mais ça fait un petit peu effet sucre lent jusqu'à l'effet sucre rapide, parce qu'il y a une digestion en fait dans la banane qui se fait et du coup, c'est prédigéré si tu veux quand elle est très mûre. C'est l'image, hein, enfin, que je vous donne pour que ça soit clair. Ok. Très bien. Bah, merci en tout cas pour toutes ces infos. J'ai pas d'autres questions dans l'immédiat. Fruits séchés, c'est un concentré de sucre, un concentré aussi d'antioxydants, notamment par exemple, tu vas avoir de l'abricot qui est très riche en bêta-carotène, il va rester du bêta-carotène et ça va se concentrer en bêta-carotène. Mais ça va se concentrer aussi en sucre. Il n'y a plus l'eau. Et je vous disais que les fruits et légumes, l'atout, c'est d'être très riche en eau et du coup, plus avoir les places pour les nutriments. Si on le vide de son eau, qu'est-ce qui reste? Les glucides. Donc, c'est un bonbon, en fait, le fruit sec, mais qui a des atouts, contrairement à un bonbon. Il a l'atout d'apporter des fibres et plein d'antioxydants. Un fruit sec avec un grand verre d'eau, ça. Alors, en fait, c'est pareil. C'est que, est-ce que tu te limites à deux abricots secs? Non. Si tu te limites à 2 abricots, c'est comme si tu avais mangé tes 2 abricots frais, finalement. Et c'est rapidement mangé. Si tu es par exemple pressé, si tu veux faire une activité physique, c'est hyper intéressant, les fruits secs. Ça va t'apporter le sucre, les fibres, donc sucre lent parce qu'il y a les fibres hein, du fruit encore quand même dans ce fruit sec. Donc, avec ton grand verre d'eau, c'est comme si tu avais presque mangé tes abricots secs. Il n'y a pas la vitamine C, il n'y a plus du tout de vitamine C, mais il y a un concentré quand même en antioxydants et fibres.